Bonjour, moi je suis le docteur Naïma Boukalfa, je suis pédopsychiatre, praticien hospitalier au centre hospitalier d'Argenteuil. Je remercie Marie-Pierre Bidal de m'avoir invité à participer à cette réflexion. J'aimerais quand même commencer par quelque chose de très important qui me semble quelque chose d'assez très importante dans le sens où voir le pédopsychiatre dans la problématique, si tant est que ça soit une problématique, le haut potentiel intellectuel, c'est une association forcément à des troubles psychopathologiques obligatoires. J'ai envie de dire que il n'en est rien et ce haut potentiel scolaire peut être un atout à la fois au niveau social et à la fois au niveau scolaire dans certains cas. Et je vais parler particulièrement dans quelle situation les enfants vont avoir des troubles et dans quelle situation cette précocité va être au contraire un atout au niveau scolaire et social. Alors, il me semblait important de faire un petit rappel, sans rentrer dans les détails par rapport à un rappel historique. De tout temps, la précocité a toujours fasciné. En nous renvoyant un espèce de double lien. À la fois ça fascine et à la fois ça inquiète. Et quand on revoit un peu le rappel historique, depuis le Moyen-Âge, on s'est toujours intéressé à ces enfants avec des compétences intellectuelles supérieures. Au Moyen-Âge, il faut savoir que ces enfants étaient au service du monastère, donc pour servir la spiritualité et apporter leur réflexion à la spiritualité. On verra que progressivement, on s'est intéressé à plutôt donner une éducation particulière à ces enfants, même si les études scientifiques n'ont commencé réellement qu'au XIXe siècle. Les premières classes pour enfants précoces, c'est bien sûr aux États-Unis, au Massachusetts, pour progressivement arriver en France après la première échelle métrique de Binet, et certains peut-être se rappellent des classes de perfectionnement. Initialement, il y avait une notion pour les enfants précoces et les enfants déficitaires, mais en France, ça n'a pas été suivi pour les enfants précoces, uniquement pour les enfants déficitaires. Et bien sûr, en 2002, donc on voit que c'est très récent, le rapport de l'Aubier par rapport à la scolarité de ces enfants. Donc on voit quand même que la fascination et l'intérêt pour la précocité intellectuelle est très ancienne. Maintenant, la mise en place de choses spécifiques pour les dépister et les aider, c'est des choses plutôt récentes. Alors, la définition, il me semblait important pour arriver à la question de la psychopathologie chez ces enfants, de reprendre la définition et quelques généralités concernant la précocité intellectuelle. Alors tout d'abord, la précocité intellectuelle, tout le monde le sait, elle est définie par une intelligence supérieure à la moyenne des individus, autrement dit le QI 130, voire 140 pour l'extrême précocité. Mais quand on voit l'évolution des pensées et ce qui est en psychopathologie, on appelle ça un signifiant. Pas insignifiant, mais un signifiant. C'est-à-dire comment on a appelé cette entité, l'évolution de la dénomination est très évocatrice de comment on va aborder cette entité. Au départ, bien sûr, c'est le mot surdoué de Gifted, le mot anglo-saxon. Et bien sûr, tout ce qui est sur va nous renvoyer vers la démesure, vers l'excès. Et on sait très bien, pour reprendre Catherine Wassmann-Arcache, on sait très bien tout ce qui va nous plonger dans la démesure va nous plonger dans quelque chose de l'ordre de à la fois le génie et à la fois la folie.
Donc ce mélange de génie et de folie dans la démesure nous plonge toujours vers le potentiellement pathologique. Donc ce mot surdoué qui allait fixer les idées vers la question du l'excès avait été critiqué au profit de la précocité. La précocité a été aussi critiquée dans le sens de ce qui est précoce est anormalement un développement anormalement rapide dans les compétences et ce qui va se développer très vite va peut-être s'arrêter. Donc l'idée qu'il y a une avance qui peut s'estomper. Donc le mot précocité est aussi critiqué au profit de haut potentiel intellectuel qui est plutôt adopté aujourd'hui. Maintenant, une fois qu'on a défini cette précocité, ce haut potentiel intellectuel par la question du QI supérieur à la moyenne, on n'a pas tout dit sur l'organisation psychique de ces enfants. Ce qui est clair au jour d'aujourd'hui, c'est que dans nos représentations générales, le haut potentiel intellectuel fascine toujours. Et on voit bien, et c'est bien pour ça que parfois c'est dangereux, on ne voit pas la souffrance de l'enfant, on ne voit pas ce qui est derrière au niveau psychopathologique, parce que mon enfant, c'est le meilleur, c'est le performant, c'est le génie, c'est intelligent. D'ailleurs, une petite parenthèse, souvent, il faut faire attention à la fratrie qu'on ne voit plus, parce que l'enfant, il est toujours le plus performant, c'est celui qui a son mot à dire surtout, et souvent un autre frère plus jeune ou plus grand est boycotté. Maintenant, celui qui est le meilleur inquiète. J'ai eu un coup de fil récemment d'une femme que je ne connais pas, qui a été orientée par une orthophoniste qui me dit, très angoissée au téléphone, « Je vous appelle parce que je crois que mon fils est précoce. » Bon, il y a du bon. Ah non, parce que je suis moi-même précoce, j'ai souffert toute ma vie, et là, il était la cible de toutes les projections. Effectivement, cet enfant, c'est le meilleur, c'est le plus performant, mais en même temps, les enfants précoces peuvent aussi nous renvoyer l'image du fragile, d'un anxieux qui est potentiellement dépressif, en souffrance, et même peut-être un échec scolaire. Alors, le haut potentiel intellectuel, il ne s'agit pas qu'une définition psychométrique. Il ne s'agit pas d'une définition psychométrique. Le QI n'a jamais donné d'éléments sur l'organisation psychique des enfants. Et on voit bien que chez ces enfants, il y a un aspect dimensionnel où vont s'intriquer, j'ai mis plusieurs troubles entre guillemets, parce qu'on voit bien qu'il y a des enfants qui sont tout à fait dans la sphère de la normalité, plusieurs troubles qui vont de la normalité à des troubles psychopathologiques et ou instrumentaux parfois sévères. Et combien même ils vont avoir certaines variations au niveau psychopathologique, ils restent inscrits dans la normalité, pour certains, et d'autres, franchement pathologiques, et on va voir pourquoi. Donc à partir de là, on voit qu'il y a une hétérogénéité au niveau des tableaux psychopathologiques des enfants précoces, et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de spectre de haut potentiel qui va de la normalité à des troubles psychopathologiques parfois sévères. Alors, si on se penche sur l'approche psychopathologique proprement dite, on va voir que, en fonction de l'âge et de façon plutôt générale, chez le bébé, c'est un enfant vif, vigilant, qui sollicite beaucoup. Il y a une avancée au niveau de son développement et le vocabulaire est plutôt étonnant. Dès 18 mois, des phrases bien construites, même parfois sophistiquées, souvent des troubles du sommeil comme un besoin de stimulation au niveau cognitif. Donc les parents eux-mêmes ont déjà vu que leur enfant était particulièrement vif et particulièrement avait des avances au niveau de son développement. À la maternelle,
Là, je décris c'est une description plutôt généraliste. Il y a une précocité au niveau des acquisitions, une appétence plutôt pour les livres, très tôt. Ils ont tout lu par cœur, parfois dès l'âge de 4 ans. Le langage est sophistiqué et il y a une autonomie avec, ça c'est quelque chose de très, quelque chose qu'on retrouve chez tous les enfants précoces, le besoin d'aider les autres, ce que Révol avait appelé le syndrome de Kirikou, pour aider les autres et s'intéresser à tous ceux qui sont autour de lui. Parfois ça lui vaut des soucis, parce qu'il se mêle de tout et quel que soit le problème de son copain d'à côté, il va essayer de l'aider et parfois c'est mal accepté. Voilà. Et là, il sent l'injustice parce que moi j'ai voulu l'aider et au contraire, je suis puni. Parfois, il a été puni et j'en connais des enfants qui ont été punis parce qu'ils se mêlaient tout alors que c'était par souci d'aider l'autre. Alors, ça c'est très important, de façon transversale. J'ai envie de dire tous les enfants précoces. Tous les enfants précoces, donc à haut potentiel, ont une curiosité intellectuelle pour des sujets complexes, notamment Dieu, la mort, la vie, les planètes, la temporalité, l'injustice, la protection de l'autre, la protection des animaux, une espèce de surinvestissement de la pensée autour de ces sujets qu'on retrouve particulièrement chez tous les enfants. Un niveau intellectuel supérieur, ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que on comprendra ce qui va arriver après. Le niveau intellectuel est certes supérieur, mais le niveau émotionnel et affectif n'est pas supérieur. Il est de son âge. Son intelligence, alors le fait que cet enfant soit très intelligent, cette intelligence lui donne un effet loupe, comme s'il arrivait grâce à cette intelligence à décrypter l'information qui vient de l'autre et surtout l'émotion qui vient de l'autre. C'est-à-dire qu'il a une capacité empathique qui est très importante, avec forcément, plus ou moins, en fonction des enfants, est-ce qu'ils vont pouvoir gérer cette émotion et c'est des enfants éponges. Est-ce qu'ils vont pouvoir gérer cette émotion et en fonction, parce qu'il y a une sensibilité émotionnelle, il va y avoir plus ou moins une régulation ou pas de la problématique émotionnelle et on aboutit à une problématique anxieuse. En gros, j'ai repris cette phrase que j'ai trouvée très belle, l'enfant précoce a les défauts de ses qualités. Donc forcément, il a des qualités, il est très empathique, mais forcément, il va pas toujours intégrer cette problématique émotionnelle de l'autre et générateur d'anxiété. Ils sont attirés par des activités intellectuelles plutôt que par des activités physiques. Un enfant précoce dont les parents ont voulu le mettre à tout prix au foot, il pleurait à chaque fois qu'il allait au foot. Et quand sa mère lui a demandé « Mais pourquoi tu ne veux pas aller au foot? Essaye au moins de faire un effort. » Il lui a dit « De toute façon, tous les enfants qui sont là ont 0 sur 20 en classe. » Voilà, c'était la réponse parce que en gros, il n'arrivait pas à expliquer comment il n'arrivait pas. Alors c'était sa réponse à lui, mais parce qu'il avait du mal à s'intéresser à tout ce qui était plutôt activité physique. Ils se rattrapent plutôt par la suite. Quand ils sont plus petits, ils ont du mal avec l'activité physique, mais par la suite, ils ont un intérêt, ils essayent de se normaliser en faisant du sport. Alors, il y a l'ennui face aux tâches répétitives, générateurs de comportements perturbateurs. Et il y a une fragilité narcissique. Alors la fragilité narcissique, elle est quasi constante, mais elle est souvent colmatée par des postures intellectuelles, notamment avec les adultes. On se donne une posture intellectuelle pour expliquer les choses, mais souvent pour colmater cette fragilité narcissique qui retombe complètement quand il y a la mention d'anxiété. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon transversale chez la majorité, la plupart des enfants précoces. Après, il y a ce qui est spécifique. Pourquoi les tableaux au niveau psychopathologique sont
sont différents. Alors, j'ai envie de dire que tout ça n'est pas spécialement pathologique, dans le sens où les enfants arrivent plutôt à s'ajuster, à s'adapter, et ils arrivent à vivre tout à fait bien avec ça. Ça leur donne un atout au niveau de ce qui est empathique et au niveau de la sensibilité émotionnelle. Ce n'est pas spécialement une cause pour aller consulter le psychologue ou le psychiatre. Pas du tout. Ça, ce n'est pas spécialement pathologique. Maintenant, de façon spécifique, ce que Jean-Charles Terrassier a appelé la dysynchronie. Alors, je suis désolée, il y a certaines fautes d'orthographe qu'on n'a pas pu corriger, passer inaperçues, telles que dysynchronie. Alors, il y a certaines... donc, il a appelé la dysynchronie. C'est quoi la dysynchronie? C'est ce qu'on a appelé la dysharmonie. La dysynchronie, c'est un développement hétérogène qui affecte l'enfant au niveau de son fonctionnement interne, social et psychomoteur. Alors, il y a des variations par rapport à la normale, mais pour certains enfants, gardent tout à fait un fonctionnement normal, pour d'autres, vont manifester une vulnérabilité au niveau psychique. On va voir comment. Donc, cette dysynchronie pour les enfants précoces est tout à fait normale dans certains cas. Donc, elle n'a rien de pathologique quand l'enfant arrive lui-même à créer un équilibre entre ce qu'il ressent intérieurement, comme un sentiment d'être différent, d'être incompris, le sentiment d'injustice, le sentiment de ne pas avoir les réponses à tous ses questionnements. Il arrive à créer un équilibre entre ses ressentis internes et la réponse environnementale. Donc, on voit bien que comment on va s'adapter et aider cet enfant, c'est quelque chose de très important par rapport à générateur ou pas de troubles. Donc, lorsqu'il arrive à s'adapter à son environnement, donc être bien compris, nourri, accompagné, la prise en charge, gestion des émotions, et beaucoup de pareil et beaucoup de pas pareil, ça veut dire comment on va s'adapter à ces demandes. Là, il n'y a pas de problématique, il a des capacités adaptatives et sa précocité devient un atout, bien sûr, quand il n'y a pas de troubles instrumentaux invalidants. Contrairement à quand il y a un déséquilibre, il y a une source de vulnérabilité et il y a, notamment quand il n'y a pas de capacité adaptative, et il y a une fréquence des troubles instrumentaux tels que la dyslexie, la dyspraxie, les troubles attentionnels et l'exécution. Et là, on a une anxiété centrale avec un trouble de la régulation émotionnelle. Et c'est à ce moment-là qu'on a réellement des troubles chez l'enfant. Quand il n'y a pas cette capacité d'équilibre, on a des processus défensifs tels que les troubles obsessionnels, des troubles phobiques, des peurs multiples, un isolement social, des douleurs, eczéma, démangeaisons, troubles du sommeil, une inhibition intellectuelle pour essayer de ressembler aux autres et empêcher le vide intérieur. Et à l'extrême, on peut avoir une dépression avec des idées suicidaires, voire des tentatives de suicide, et à l'extrême aussi une phobie scolaire. Donc on voit bien comment, quand il n'y a pas cet équilibre-là, il n'y a pas d'adaptation, on peut aboutir à réellement des troubles au niveau psychopathologique. Juste une parenthèse qui me paraît très importante. Une particularité, on voit bien que le haut potentiel intellectuel n'est pas une entité nosographique, mais une entité transnosographique, c'est-à-dire on peut la retrouver dans plusieurs troubles. Et là, je voulais juste donner un mot par rapport aux similitudes, l'intérêt de différencier le syndrome d'Asperger et le haut potentiel intellectuel. Là, je vous laisse les découvrir, le temps ne le permet plus. Ça me paraissait très important de voir que ce qui est différent, effectivement, il y a une avance au niveau du vocabulaire. Effectivement, ces enfants peuvent avoir un haut potentiel intellectuel, mais ce qui est différent, c'est que les syndromes d'Asperger, il n'y a pas d'empathie, il y a un problème au niveau des codes sociaux et il y a un vrai trouble socio-communicatif qu'on n'a pas chez les enfants précoces. Tout ce qui est instrumental par rapport à la dyslexie, la dyspraxie, les troubles attentionnels et exécutifs, je pense que mon collègue Michel Habib va plutôt en parler.
Le diagnostic, bien sûr, il va tenir compte de tous les domaines impactés pour les bilans, à la fois pédopsychiatriques, neuropédiatriques, neuropsycho, psychomoteur, orthophonique et scolaire, et bien sûr les ressources parentales. Et la prise en charge va être en fonction de ces évaluations, en tenant compte, bien sûr, de l'adaptation scolaire et l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. Un focus sur les méthodes métacognitives, très intéressantes pour ces enfants, qui tiennent compte de liens entre le comportement, la cognition et l'émotion. Et en conclusion, reprendre une phrase de Merleau-Ponty, il y a une erreur à Merleau, voir c'est toujours voir plus qu'on ne voit, voir c'est voir le visible et voir l'invisible qui organise le visible. Et Montaigne, ce que je le voyais bien et sous cette complexion lourde, nourrissait des imaginations hardies et des émotions au-dessus de mon âge. Merci. Bonjour, donc Cécile Ramcourt, enseignante. Par rapport à ce que vous avez dit, notamment sur des enfants qui peuvent être à haut potentiel et qui auraient des troubles des fonctions exécutives, au niveau des adaptations et de la prise en charge justement voilà, de ces enfants, quelle peut être justement, parce que dans les classes, ce sont des enfants qui, voilà, c'est compliqué pour eux. Alors, la question du diagnostic étant très importante, parce que pour ces enfants, la question de la précocité renvoie à la problématique de la régulation émotionnelle. Alors, bien sûr, ces enfants, il y a une fréquence au niveau de tout ce qui est dyslexie, tout ce qui est trouble attentionnel, les fonctions exécutives. Et je pense que ce qui est risque de mauvais pronostic, c'est quand il y a un TDAH associé. Quand il y a un TDAH associé, l'agitation et la régulation émotionnelle sont tellement importantes que le temps qu'ils puissent avoir ces adaptations, souvent il y a une errance au niveau du diagnostic. Une errance au niveau du diagnostic, c'est un enfant qui est fragile, c'est un enfant qui est anxieux, c'est un enfant... et effectivement, malheureusement aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette anxiété, ce trouble de la régulation émotionnelle, souvent ces enfants-là, on a tendance à plus les psychiatriser, uniquement, c'est-à-dire on va s'intéresser à la problématique anxieuse et on voit bien que les troubles instrumentaux, ils voient bien qu'ils sont différents, ils voient bien qu'ils sont très rapides, ils voient bien qu'ils comprennent. Déjà, le fait de leur dire « vous êtes intelligent, mais il y a un souci au niveau du travail », c'est déjà très important. Ensuite, considérer la problématique anxieuse, certes, parce que ça c'est très important, et les évaluations au niveau des fonctions exécutives, au niveau de l'écriture, au niveau de l'attention. Ça me paraît incontournable. Tout à l'heure, je disais, s'ils trouvent un équilibre entre leur ressenti et la réponse environnementale, ils avancent bien. Et les adaptations au niveau scolaire, au niveau exécutif, et ça, on le sait bien, au niveau de la flexibilité, au niveau de l'organisation, au niveau de... Et il y a la question de la généralisation, parce qu'il y a aussi à travailler avec les parents de ce qui est exécutif. Parce que l'exécutif ne se travaille pas qu'à l'école ou chez l'ergothérapeute. Donc, il y a le PAP qui est très important au niveau pour ces enfants-là, pour les fonctions exécutives et parfois par rapport à la mémoire de travail aussi, par rapport à tout ce qui est attentionnel. Et on voit bien que ces enfants, déjà quand on comprend leur problématique instrumentale, ça améliore énormément l'émotion chez ces enfants. Merci. J'avais encore une autre petite question, si je peux me permettre. J'aimerais bien revenir justement sur les enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, les enfants qui ne font pas de bruit, chez qui, je veux dire, souvent, comme j'ai dit, ce sont des filles qui
sont bien à l'extérieur, mais parfois on sent qu'à l'intérieur il y a un réel mal-être. Nous, en tant qu'enseignants, c'est vrai que parfois de trouver les mots au niveau des familles, au niveau, c'est pas, voilà, c'est pas, on les renvoie. C'est vrai que chez l'infirmière, on a des médecins scolaires, mais bon, c'est pas forcément toujours simple. Donc vous aviez parlé, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu peur là, à la fin vous aviez parlé de de phobie scolaire, de risque de suicide, de risque de à l'extrême. À l'extrême, oui, c'est vrai, mais bon, je veux dire, ça interroge toujours. Je veux dire, c'est parce que c'est vrai que quand on a des enfants TDAH, quand on a des enfants, ils prennent de la place, alors que ceux-là, finalement, on a tendance à les oublier. Je reprends l'idée que les enfants précoces qui se sentent plutôt différents à l'école et en difficulté à l'école, c'est quand il y a des troubles instrumentaux associés. Ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Quand je parle de troubles instrumentaux, c'est-à-dire la dyslexie, tout ce qui est exécutif, attentionnel, et la dyspraxie. Donc forcément, il y a un décalage dans ce qu'il ressent, donc qu'il connaît plein de choses, qu'il a plein de questionnements, qu'il est en avance par rapport aux autres enfants, et en même temps, il voit bien qu'il a du mal au niveau scolaire. C'est ces enfants-là qui se sentent en difficulté ou pour lesquels il y a un risque dépressif. Et c'est ces enfants-là qu'il va falloir dépister très rapidement. Maintenant, les enfants qui n'ont pas de troubles au niveau instrumental, mais qui se sentent très différents par rapport aux autres, parce qu'il y a un défaut d'adaptation, peuvent aussi déprimer. Et ça, j'ai envie de dire, l'école, c'est pas les troubles instrumentaux qui font qu'ils soient en échec scolaire, mais c'est le fait de se sentir mal qu'ils vont au contraire se mettre en échec scolaire. C'est ça le fameux effet Pygmalion, où ils vont arrêter de travailler pour ressembler aux autres et lutter contre ce vide. Donc finalement, qu'il y ait ou pas des troubles instrumentaux, ces enfants, il va falloir les aider. Parce que dans les deux cas, il y a ce qui est affectif et il y a ce qui est scolaire. Mais là, le rôle des psychologues scolaires, le rôle des enseignants est un rôle plutôt qu'ils puissent faire attention et puis les orienter pour un dépistage et pour une évaluation beaucoup plus complète, à la fois au niveau psychopatho et à la fois au niveau instrumental. C'est pour ça que pour les enfants précoces, le risque, c'est de les saucissonner, c'est de les envoyer soit chez le psychiatre et du coup alors j'assume ce que je dis. Il y a certains pédopsychiatres qui n'ont pas la lecture au niveau instrumental et on ne trouve ce qu'on ne cherche, c'est-à-dire les choses psychopathologiques. C'est important d'avoir une lecture globale pour ces enfants. Un enfant, il faut retenir qu'il a un cerveau cognitif et un cerveau non cognitif. Non cognitif, c'est tout ce qui est émotionnel, et un cerveau cognitif, c'est tout ce qui traite l'information. Et c'est important d'avoir une évaluation globale pour ces enfants, parce qu'il s'agit quand même de la notion instrumentale aussi. Ça me parle parce que j'ai en tête un élève où je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là ce trimestre? Alors, il me dit, mais madame, j'apprends à être bête. Mais voilà, ça me fait vraiment écho par rapport à ce que vous dites. Et puis bon, il avait l'air d'être bien finalement par rapport au trimestre précédent, mais bon. Vous savez, Mises et Gibello avaient déjà parlé de la notion de la problématique de la précocité avec le narcissisme, et l'idée de s'effondrer, l'idée de ne plus travailler va permettre de lutter contre ce vide que va engendrer cette précocité et ressembler aux autres, pour se rapprocher le maximum des autres, pour reconstruire leur narcissisme. Et bien sûr, là, c'est la dépression qui guette. J'avais
dernière toute petite question. Donc moi je travaille en collège. Est-ce que justement sur ces enfants, vous êtes pour raccourcir justement ce cycle du collège qui est de 4 ans? Ou est-ce que ça doit se faire au cas par cas, vraiment ponctuellement sur... Moi je n'ai qu'une réponse. C'est la question de est-ce que c'est pertinent de sauter une classe? Oui, c'est pertinent. Le reste, raccourcir, parce qu'il s'ennuie. Pourquoi cette idée? Je n'ai pas de réponse. Si c'est parce qu'il faut faire très attention que l'enfant ne s'ennuie pas. Il peut s'ennuyer sur une année, il peut s'ennuyer sur 4 années. Je vois pas j'ai pas d'expérience là-dessus pour avoir une réponse claire. Parce que vous avez l'impression l'idée, c'est qu'en mettant 3 ans, c'est non, plus mais simple. bon, c'était voilà, simplement pour avoir votre avis sur justement, ma question était peut-être mal posée par rapport justement au saut de classe. Saut de classe, oui, en faisant très attention. Très attention, c'est là où le rôle des enseignants est énorme. Quand un enfant saute une classe, il faut avoir en tête que c'est pas parce qu'il a une précocité au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, il est au même stade que les enfants avec lesquels il va se retrouver. Ça, il faut faire très attention parce que déjà, il peut ne pas être accepté par les enfants de la classe dans laquelle il se retrouve parce que c'est un bébé, il a sauté une classe, donc il peut se faire maltraiter. Ça, on le sait très bien. Par d'autres enfants parce qu'ils n'acceptent pas qu'un petit il arrive. Donc le rôle des enseignants est quand même très important au niveau de comment protéger cet enfant qui arrive, qui a sauté une classe. Merci. Je me saisis du micro, non pas que j'adore la voir et parler, mais je veux bien revenir simplement sur la question de tout à l'heure concernant les filles, concernant le risque dépressif, et puis du coup faire une petite liaison avec la suite pour écourter le temps des questions-réponses afin d'enchaîner. Donc concernant les jeunes filles, il faut quand même savoir qu'en cabinet, on a quand même beaucoup plus de demandes de consultation pour les garçons, c'est-à-dire que la demande de dépistage de troubles des apprentissages, pas nécessairement d'ailleurs avec l'idée en tête d'une précocité, bien plus souvent actuellement de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, ce sont les garçons. Du coup, l'identification, elle se fait assez tôt et l'accompagnement et les aides vont pouvoir s'établir, que ce soit en extérieur du scolaire ou au sein de l'école, assez rapidement. En tout cas, on peut repérer, sans forcément fixer, mais on peut repérer des tendances. Les jeunes filles, moi, elles m'arrivent, elles sont au collège, voire au lycée. Et quand elles m'arrivent, c'est pas qu'elles préoccupent tant les enseignants ou les parents en soi, c'est qu'elles sont déjà elles-mêmes très préoccupantes en termes de symptomatologie clinique immédiatement repérable. Elles viennent, elles se scarifient, elles ont fait des tentatives de suicide, elles ont des tendances un peu anorexiques, mais on n'est pas sur de l'anorexie mentale. Elles sont en recherche de maîtrise de leur féminité à un endroit où déjà, au plan identitaire, leur fonctionnement cognitif n'a pas été, on va dire, mis à jour avec, des tendances tout au long de leur scolarité à se perfectionner, à ressembler à ce qu'on attend d'elles, à se soumettre à un système et donc à pas du tout se révéler. Et en fait, le passage du bilan va vraiment permettre d'identifier et là, on va voir la valeur presque thérapeutique de cette identification-là. Mais c'est vrai que comme les enfants, souvent les garçons un peu agités vont exprimer leurs besoins et leurs troubles, les jeunes filles vont plutôt taire tout ça et ça va exploser effectivement davantage dans le secondaire. Voilà, alors tout ça pour enchaîner avec Magali qui va, je pense, reparler de ce temps de bilan qui est effectivement, l'enfant ne se réduit pas à un QI, je pense que c'était important de l'entendre dire par Naïma, mais c'est l'étape obligatoire pour permettre d'identifier et ensuite de comprendre, de continuer de se penser avec ses potentialités mises à jour et aussi parfois ses dysynchronies mises à jour, et puis derrière d'aménager. En tout cas au niveau scolaire, pour avoir un PAP ou même un PPEIP, puisque nous en parlerons tout à l'heure, il faut qu'il puisse y avoir l'établissement, malgré tout, d'un diagnostic, même si ce n'est pas une entité nosographique que la précocité ou le HPI.